Elles sont animatrices, journalistes, chanteuses, cuisinières, directrices d'entreprise. Elles ont toutes le point commun de s'être imposées dans des milieux encore très masculins. Dans la tête de tous, c'était mon frère qui devait être cuisinier, pas moi. Je ne fais pas aucun dictat de la mode. Je suis inclusive depuis toujours. On pardonne moins à une femme de vieillir qu'à un homme. Ce sont toutes des femmes actuelles. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre de Marie Drucker qui m'a donné rendez-vous à l'atelier de l'hôtel Braque à Paris. Ensemble, nous avons retracé son parcours de journaliste, elle qui a été un visage familier des Français pendant 8 ans, tous les midis. Je vous laisse écouter. Alors bonjour Marie Drucker, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation au podcast Femmes Actuelles. On est aujourd'hui à l'hôtel Braque à Paris. Alors pourquoi avoir choisi cet endroit pour nous recevoir ? Parce que depuis que j'ai quitté la profession de journaliste et la rédaction de France 2 il y a 7 ans, une de mes décisions était de ne plus jamais avoir de bureau. Et donc, je donne souvent des rendez-vous où je viens travailler dans cet endroit. À l'atelier du coup de l'hôtel Braque, très bien. Aujourd'hui, on en est au 20e épisode de Femmes Actuelles et il était temps qu'on vous rencontre parce que vous faites partie un peu de celles qui ont fait bouger les lignes et qui ont inspiré beaucoup de personnes, femmes et hommes, à devenir journalistes. On a déjà rencontré d'autres femmes d'information, notamment Marie-Sophie Lacaro, Sophie Davant et Lise Lucet. Et moi, je me suis posé une question, c'est quand on grandit avec une famille qui fait partie de ce milieu, est-ce que ça sonne comme une évidence de devenir journaliste ? Alors, je ne sais pas parce que, d'abord, mon père n'était pas journaliste, mon oncle était journaliste, mais à une époque où... moi, je l'ai toujours connu animateur. Et donc, je n'ai pas la réponse, en fait. Je n'ai pas la réponse. J'aurais peut-être aimé être médecin ou chercheur, mais mon niveau en mathématiques dès le cours préparatoire m'a donné une indication très forte sur cette non-possibilité. Je ne me souviens plus, j'ai commencé à travailler, j'avais 19 ans. J'ai toujours aimé l'information. J'ai l'impression que journaliste, ce serait le métier qui me permettrait d'être en prise directe permanente avec le monde. Voilà, j'ai une grande curiosité. J'ai lu la presse très jeune. Mes parents m'ont beaucoup nourri de culture. Donc je ne sais pas, en fait, l'évidence, elle était plutôt là, davantage que celle d'une filiation, en fait. Ok, très bien. Parce que journaliste, c'est aussi un métier en fait, où on rencontre des personnes qu'on ne rencontrerait pas dans le vrai monde, en fait, si je peux dire. On peut parler. C'est ça qui vous avez eu un attrait, une curiosité très jeune ? Mais c'est ce que je vous dis, en fait, j'avais une curiosité globale pour le monde et j'avais l'impression que le métier de journaliste était celui qui me permettrait d'étancher ma soif de connaissances et de curiosité, de pouvoir toucher à tous les sujets. Et c'est vrai, pendant 10 ans, j'ai eu la charge des événements spéciaux de l'information de France 2. Pourquoi j'aimais ça passionnément ? Parce que c'est le moment où l'histoire et l'actualité se rencontrent. Et comme j'adore l'histoire, bon, voilà, c'est... Puis un métier aussi, c'est ce que l'on en fait. Donc moi je me suis toujours aussi beaucoup nourrie quand des jeunes journalistes me disent qu'est-ce qui fait un bon journaliste. Alors il y a beaucoup de choses qui sont très subjectives, il y a beaucoup de choses qui sont malheureusement parfois assez injustes entre quelqu'un qui a du charisme, quelqu'un qui en a moins, mais en tout cas il y a une chose, c'est que vraiment il faut garder une curiosité, une capacité d'émerveillement intacte et se nourrir beaucoup. Parce que, évidemment, qu'on peut présenter un rendez-vous d'information si on a quelques facilités, qu'on passe bien à l'écran et que, sans avoir énormément préparé, etc. Moi, je suis convaincue que ça se voit. Mais par ailleurs, je pense qu'il faut se nourrir beaucoup, travailler beaucoup, être absolument irréprochable sur le fond des sujets. Tout ça est très important. Oui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont encore ce cliché de l'animateur ou l'animatrice de télévision qui finalement lit juste un prompteur et n'est même pas renseigné, arrive 5 minutes avant sur le plateau. Alors j'imagine qu'il y en a, j'en connais pas, mais j'imagine forcément qu'il y en a. Moi ça n'a jamais été mon cas, enfin, je n'ai
jamais interviewé quelqu'un dont je n'avais pas lu le livre, ça n'est jamais arrivé. En revanche, il m'est arrivé de dire, quand j'étais très jeune, vous me demandez dans 1 heure d'interviewer quelqu'un qui a pondu un livre de référence de 600 pages, je ne l'ai pas lu, non, demandez à quelqu'un d'autre parce que ce n'est pas correct, ce n'est pas honnête et par ailleurs, c'était me mettre en difficulté et prendre le risque de faire passer un mauvais moment à l'invité. Donc, ça m'est arrivé une fois, ça. J'étais très jeune, on m'a dit « Non, mais c'est pas grave, t'as qu'à lire le début, 10 pages au milieu, 10 pages à la fin, dans 1 heure, c'est bon. » Et ça, j'ai refusé. Ah oui, on vous l'a dit, c'est bien. Vous aviez déjà la déontologie du métier. Pour revenir à cette non-évidence, mais vocation finalement, quel enfant vous étiez, Marie ? Oh là, je ne sais pas parce que finalement, je me rends compte que je suis entrée dans ma vie professionnelle au sortir de l'enfance. En fait, j'avais 19 ans à l'issue d'une licence. J'ai l'air de m'interroger sur parce que je ne sais pas si je l'ai eu, mais je crois que je l'ai pas eu d'ailleurs, une licence en lettres. Donc finalement, j'ai commencé ce métier au sortir de l'enfance. Finalement, j'étais encore presque une adolescente, post-adolescente quand j'ai commencé ce métier. Donc je l'ai vraiment grandi à travers ce métier et ce métier m'a fait grandir. Et donc vous vous souvenez évidemment de vos premiers pas dans le journalisme. Comment ça a commencé ? Ça a commencé en presse écrite avec un monsieur disparu aujourd'hui qui s'appelait Alain Ayache et qui avait un groupe de presse dans lequel il y avait Réponse à tout santé, etc. Et j'ai fait mes premiers papiers de presse écrite dans son groupe de presse. Et c'était passionnant parce que il confiait, comme c'était un autodidacte, il confiait très vite, très facilement des papiers d'ampleur à de très jeunes journalistes. Et c'est comme ça vraiment que j'ai appris mon métier au tout début. Et puis, au bout de 3 ans, j'avais un sentiment de quelque chose n'allait pas. Et j'avais toujours ce sentiment moi, j'étais pas très scolaire. Et vous savez, vous avez 1 mois pour faire votre dissertation, puis finalement, vous la faites le dimanche soir à 23h. Moi, j'étais ce genre d'élève. Et c'est d'ailleurs intéressant, parce que dès l'instant où je suis sortie du système scolaire, je suis devenue l'inverse de l'élève que j'étais. C'est-à-dire, je suis devenue extrêmement concentrée, assidue, en avance tout le temps. C'est intéressant, comme quoi, quand tout à coup, on touche du doigt vraiment... ce qui nous plaît. Exactement. Et bien là, tous les champs des possibles, mais même de ses propres possibles, s'ouvrent. Et donc j'avais ce sentiment qui n'allait pas, il me manquait quelque chose. Et dès l'instant où j'ai fait mon premier travail d'image, c'est-à-dire comme rédactrice pour un magazine, c'était à l'agence CAPA, une grande agence de presse qui existe toujours. Et bien dès que je me suis mise derrière une caméra comme journaliste rédactrice et que j'ai commencé à tourner des reportages, j'ai dit voilà, en fait ce qui me manquait c'est l'image. Okay. Sans savoir qu'un jour ce serait mon image qui serait devant. Mais oui, tout à fait, c'est ma prochaine question d'ailleurs. Mais je sais, vous voyez, j'anticipe. Non mais c'est parfait, vous faites j'ai même pas besoin de poser de questions finalement. Et justement, donc à 25 ans, il me semble, vous êtes propulsée donc d'abord derrière la caméra justement. Alors j'ai lu que c'était sur iTélé. Alors j'ai fait 3 ans de presse écrite, j'étais ensuite à l'agence CAPA, ensuite j'ai fait 1 année à France 2 sur un magazine jeunesse. Oui, ah oui, magazine pour ados, c'est ça ? Oui, jeunes adultes quand D'accord. même, ça s'appelait Reims ta baignoire. Oui, c'est ça. Et en 98, j'ai été enrôlée dans l'aventure e-télévision, donc 1 an avant que la chaîne soit créée. J'ai travaillé... on était un groupe comme ça, on a travaillé à la préparation au lancement de cette chaîne qui a démarré en 99 et je suis restée sur e-télévision, qui s'appelait e-télévision à l'époque, et Canal+, puisque c'était la chaîne info du groupe Canal+, donc j'étais sur les 2 antennes jusqu'en 2005, date à laquelle j'ai rejoint France 3. Mais donc oui, j'ai commencé derrière la caméra, je faisais du reportage et puis des directs, etc. Et puis rapidement, on m'a proposé, comme j'avais fait un peu d'antenne sur France 2, pendant 1 année, on m'a proposé... de présenter les journaux et c'est comme ça que ça a commencé. J'étais très jeune, non, j'avais moins de 25 ans, je pense que j'avais 23, 24, enfin, c'était très jeune quand même. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui ce serait plus possible en fait de faire ça, on est très exigeant envers les jeunes journalistes et qu'est-ce qui a changé selon vous ? Alors d'abord, je ne sais pas si l'exigence est au bon endroit.
Non, un parcours comme le mien, aujourd'hui, ça ne serait plus possible, enfin en tout cas de démarrer comme moi, parce que moi j'ai démarré encore à une époque extraordinaire où on pouvait devenir journaliste en venant d'univers totalement différents. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Enfin, vous savez ça sûrement mieux que moi parce que je suis un peu, voilà, je sais pas exactement comment démarrent les jeunes journalistes, mais je crois qu'aujourd'hui, quand on n'a pas fait d'école, c'est compliqué. Moi, à l'époque, j'ai démarré justement. En plus, j'ai rencontré plein de patrons qui disaient au contraire, nous, on cherche des gens qui ne sont pas formatés, qui n'ont pas. Bon, aujourd'hui, ça n'est plus possible. Ça, je pense que c'est dommage et dommageable d'ailleurs, parce que finalement. Les écoles donnent certainement des bases formidables, mais formatent beaucoup. Voilà. Donc, à moins d'avoir une personnalité extrêmement forte, d'avoir un style, d'avoir une écriture, voilà, compliqué de se démarquer. C'est difficile de se démarquer. Et puis, c'est un métier aussi qui ne s'apprend pas, pour moi, à l'école, en tout cas, qui s'apprend sur le terrain, comme vous l'avez évoqué un peu plus tôt. C'est un métier de. Enfin, voilà, on n'apprend pas à être journaliste comme on apprend à être médecin, quoi. C'est pas de la théorie, c'est de la pratique. Mais alors, c'est ça. Moi, j'ai toujours été étonnée parce que... et puis moi, j'ai beaucoup appris aussi grâce à mes patrons, en fait. J'ai été à une époque où, justement, on poussait une porte, on disait, tiens, viens, vous allez m'aider à faire ceci, cela. Aujourd'hui, ça n'est pas comme ça. Voilà. Donc, je trouve que c'est vraiment dommage parce que, au contraire... alors, moi, je le vois un peu différemment dans mon métier de productrice. Je produis beaucoup de premiers films. Donc, de réalisateurs ou réalisatrices, beaucoup de réalisatrices d'ailleurs, qui viennent me voir avec un projet en me disant, de toute façon, je ne vais jamais trouver de producteur parce que je n'ai jamais réalisé, parce que je ne viens pas de ce monde. En général, ces profils-là, ils arrivent volontiers chez moi et je leur ouvre volontiers la porte parce que c'est ça qui m'intéresse. Et que vous êtes passé par là aussi, finalement. Complètement. Et que je sais que c'est possible. Je sais que quelqu'un qui vient me voir et qui me dit oui, mais enfin, j'ai jamais réalisé. Et je lui dis, alors, ça, vous inquiétez pas, j'en fais mon affaire. C'est mon métier aussi, de vous produire. Et je sais que vous allez là. Oui, mais partout où je suis passée, on m'a dit, ah bah oui, mais vous avez rien fait. Je dis, bah alors venez chez moi. Finalement, c'est l'envie qui vous touche plus que la compétence. Oui, mais aussi l'intuition. Moi, j'ai toujours beaucoup fonctionné à travers mon intuition. Et je sais en face de moi, voilà, si j'ai quelqu'un intuitivement, je sais que je peux lui apporter quelque chose, que je vais être capable de faire advenir son projet. Il m'est arrivé quelquefois aussi de dire je ne suis pas la bonne personne pour vous. D'ailleurs, et c'est pas une formule, c'est-à-dire que modestement, je me dis qui je suis pour lui dire ce que tu as en tête, c'est pas bien. Donc je ne le pense pas. Je dis voilà, simplement, je n'ai pas cette sensibilité-là. Je pense qu'il faut aller voir quelqu'un d'autre. Mais oui, au contraire, moi, les gens qui ont des parcours heurtés, sinueux, c'est ça qui m'intéresse. Oui, c'est une âme, en fait, finalement. Une histoire à raconter, en fait, comme les journalistes. Oui, d'ailleurs, je ne cherche pas, en fait. Je ne cherche pas beaucoup. Ça vient à vous Oui, souvent, c'est... là, par exemple, il y a quelqu'un que je connaissais qui m'a envoyé un projet hier, qui me dit, voilà, j'aimerais que tu m'accompagnes dans ce projet. J'ai lu... J'y crois, il y a quelque chose, je sais ce qu'elle peut en faire. Tout de suite, je lui ai dit oui. Okay. Et jusque-là, ça vous réussit, votre intuition Tous les films que j'ai accepté de produire ou que j'ai initiés, je savais que j'arriverais à en faire quelque chose. Sinon, je ne mets pas un auteur ou un réalisateur ou réalisatrice dans la difficulté. Je sais à quel point, moi je suis réalisatrice aussi, à quel point c'est précieux pour soi, le projet qu'on porte. Donc, je ne prends pas le risque de mettre quelqu'un en difficulté. Tout de suite, je lui dis, voilà, je pense que je ne suis pas la bonne personne pour t'accompagner, mais voilà, je suis très attentive à ça. Ok, très bien. Et pour revenir un peu sur, justement, donc, on disait que vous avez été propulsé un peu devant les caméras. Donc, j'avais lu aussi qu'à iTélé, vous présentiez une multitude d'émissions sur une durée de 7 ans à iTélévision. Vous êtes adapté à tous les genres. Ben, c'est surtout que c'était très artisanal parce que c'était une nouvelle chaîne qui se créait. Il n'y en a pas tant que ça, finalement. Alors maintenant, à l'époque, il y avait peu de chaînes nouvelles qui se créaient. Chaîne Info, il y avait LCI. Qui était un peu la mère des chaînes Tout Info. Donc il y avait tout à faire avec des budgets limités. Donc, et puis j'ai fait tous les métiers dans cette chaîne. Et puis j'ai fait aussi une émission littéraire, une émission qui s'appelait Impact, je crois. Et puis très rapidement, en fait, j'étais sur les 2 antennes, c'est-à-dire sur Canal+ et sur iTélé, iTélévision d'ailleurs à l'époque.
Et ça a duré jusqu'en 2005. Et 2005, Patrick de Carolis m'a téléphoné. Je me souviens, j'étais dans un TGV et ça coupait. Et je me disais, non, mais c'est pas possible. Peut-être que je vais rater la chance de ma vie. C'est toujours comme ça. Les plus belles histoires commencent comme ça. Et il m'a proposé d'être rédactrice en chef adjointe et présentatrice du Soir 3 sur France 3. À quel âge, du coup, vous aviez quel âge à ce moment-là ? Ouh là, je ne sais plus. 28 ans, 29 ans, je ne sais plus. Oui. Et vous avez eu des craintes, parce que c'est jeune quand même, en fait, quand on commence dans le milieu. Moi, je vois, j'ai 26 ans. Si demain, voilà, vous avez eu quand même beaucoup de responsabilités d'un coup. Vous l'avez dit, vous avez fait tout en même temps. Comment on gère ça, en fait ? On grandit d'un coup, on prend... Alors, moi, je règle toujours très, très facilement la question de la légitimité. Parce que je sais que ce sont des univers professionnels. Enfin, le monde du travail est un monde cruel dans lequel on ne vous fait pas de cadeaux et on n'est pas là pour vous faire plaisir. Voilà. Donc, dès l'instant où on me propose des choses, évidemment, il faut être à la hauteur de la responsabilité, il faut travailler, etc. Mais à partir du moment où on me propose une chose, c'est que je me dis, on n'est pas là pour me faire plaisir, pour me faire des cadeaux. Donc, si on me choisit, on me fait confiance. C'est que même si moi je le vois pas, c'est que j'ai les épaules pour le faire. Donc moi la question de la légitimité, puis j'ai toujours beaucoup travaillé, donc la question de la légitimité, elle s'est jamais posée comme ça, parce que je me suis toujours dit voilà, on te choisit, on te fait confiance, tu travailles beaucoup, donc la légitimité du public, elle va venir avec ce que tu vas faire de la légitimité qu'on te donne et de la responsabilité qu'on te donne. Et justement, quand on passe de derrière la caméra à devant la caméra, je suppose qu'on commence à se faire reconnaître dans la rue. Est-ce qu'au début, pas tout de suite, quand même. Pas tout de suite, ouais, attendre un peu. C'est les JT qui vous a vraiment... en tout cas, c'est vraiment... Non, Canal+, c'était déjà pas mal, mais c'est vraiment l'arrivée sur le service public. Ouais. Oui, qui a tout changé. Oui, quand même. Et puis il faut vraiment que les gens sachent que la télévision, c'est comme le patinage artistique. C'est-à-dire qu'en fait, le patinage artistique, ça glisse tout seul et on pense que c'est facile. Voilà. Alors qu'en fait, il y a des millions d'heures d'entraînement, de chute avant de faire le salto parfait. La télévision, c'est pareil. C'est-à-dire que ça donne l'illusion que tout est simple, qu'on est joli à regarder, qu'on est bien éclairé, qu'il y a du beau son, qu'il y a de beaux décors, etc. Mais c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail et c'est beaucoup de travail pour beaucoup de gens. Toute une équipe qui est à la tâche pour proposer un programme aux téléspectateurs qui a l'air d'être parfait, quoi. Beaucoup de travail pour qu'on ait l'impression qu'il n'y ait pas beaucoup de travail. Exactement, finalement. Voilà. Mais ça, c'est aussi très très vrai dans tous les métiers. Au cinéma. On commence à être vraiment très bon quand on ne sent pas le travail. Quand les gens qui vous regardent ne sentent pas que vous subissez quelque chose et qu'il y a un effort derrière. Et au début, moi, l'antenne... j'ai volontairement choisi la première fois qu'à iTélé, j'avais fait un peu d'antenne sur France 2, mais la première fois qu'à iTélé, on me propose de passer devant la caméra, c'est-à-dire de présenter un journal, immédiatement, on me propose une grande exposition. Immédiatement, je dis, ah non, moi je vais faire la nuit. Et ça tombait bien parce que pour cette personne voulait faire la nuit. La nuit, c'est 23h, 6h du matin. Voilà. Donc pendant 1 an et demi, 7 heures de plateau ? Sur iTélé, oui je sais, vous avez 26 ans, ça doit vous sembler très très bizarre. iTélé à l'époque, quand vous faisiez la matinale, parce que j'ai fait la matinale après la nuit, c'était 6h, 14h. En plateau ? Oui, alors là pratiquement tout le temps, à cette époque-là, puis après le rythme est devenu différent, mais à cette époque-là, c'était vraiment la promesse de 24 heures sur 24 d'informations en direct. Voilà. Donc je peux vous dire que mes classes, je les ai faites, j'ai appris beaucoup, on est tous beaucoup tombés. Bon, heureusement, c'était avant l'avènement des réseaux sociaux, donc il n'y a pas de traces de ces événements. Mais oui, c'était beaucoup, beaucoup de travail. Mais au début, moi, j'ai dit non, je vais faire la nuit d'abord. Alors la nuit, c'était pas tout à fait la nuit, c'était en direct, je crois, de 23h à minuit, et après, c'était toutes les demi-heures. Okay. Mais bon, je tenais la boutique, c'est-à-dire qu'on était deux, un technicien et moi. Je faisais la surveillance toute la nuit de l'information des dépêches. J'appelais des gens qui étaient dans les régions où si tout à coup il y avait un événement qui se produisait. J'ai aimé beaucoup ça, ouais. C'est génial. Et vous parliez de traces sur les réseaux sociaux. Si vous pensez que je vais vous le dire? Vous pensez une anecdote, que je vais vous le dire? Une anecdote je ne vous dirai à rater. Rien. Ce qui était à iTélévision à l'époque reste à iTélévision. Très bien, on ne va pas insister alors.
On l'a évoqué déjà, mais en regardant un peu votre parcours, ce qui m'a marqué, c'est votre capacité à passer d'un genre à un autre, de passer du JT au fait divers. Et justement, au début, on en a parlé, vous présentiez une émission pour jeunes adultes, du coup pas ados. Et c'est assez... comment on s'adapte? Est-ce qu'il y avait une appétence particulière ou on revient toujours à cette curiosité naturelle pour tout? Mais en fait, non, c'est vraiment, ça vient de moi. C'est-à-dire que moi, je n'ai jamais voulu... moi, je suis très réfractaire à la contrainte. Je n'ai jamais voulu être enfermée dans une case quelconque. Mais plusieurs fois, on m'a dit, alors jalousie ou pas, ou conseil avisé, je ne crois pas. Mais plusieurs fois, on m'a dit, mais en fait, on ne comprend pas ce que tu fais. Donc, en fait, tu fais une émission littéraire, tu fais du JT, tu fais de la radio, tu vas écrire un livre. Parce que j'écris des livres pour enfants aussi, à une époque, dans une autre vie. J'ai fait un livre avec Frédéric Lenoir, une conversation autour de Dieu. Et donc, on me disait, oh là là, tu sais, c'est ta fameuse phrase, tu vas brouiller ton image. Et plus on me disait ça, plus je me disais, mais j'ai raison, en fait. J'ai raison, parce que ce conseil ne peut pas être le bon, en fait. Parce que moi, j'ai jamais fonctionné comme ça. En général, les gens qui vous font ce genre de remarques, soit il y a un peu de jalousie, soit ils se projettent dans leur propre crainte ou leur propre frustration. Et en réalité, moi, je n'ai jamais vu... Je n'ai jamais eu peur de la question de l'image, puisque... pour moi, la notoriété est un outil et pas une fin en soi. Voilà. Donc, j'ai façonné un parcours, et il se trouve qu'avec une image, mais je n'ai jamais pensé à façonner une notoriété. Ça n'a aucun sens pour moi. Et finalement, il y a beaucoup de gens qui disent en faisant beaucoup de choses, on finit par se perdre. Mais non, en faisant beaucoup de choses, on finit par... Moi, c'est comme ça que je me suis trouvée. Hein. Et voilà, et on finit par se trouver finalement. Et vous en êtes la preuve aujourd'hui. Parce que puis, ça dépend ce qu'on fait, ça dépend comment on le fait. Mais moi, c'est en faisant beaucoup de choses que j'ai appris, que je me suis épanouie, que je me suis construite, que j'ai pu aussi transmettre des choses. Ah oui, pour moi, ça a toujours été un non-sujet. On va y revenir plus tard justement sur toutes les casquettes que vous portez. Et justement, au début de votre carrière, en étant la nièce de Michel Drucker, est-ce que ça n'a pas été trop difficile de se faire une place où justement on revient à cette légitimité? Est-ce qu'on vous a pas pointé du doigt au début ou... Bon, alors pardon de vous le dire, c'est une question qu'on m'a posée 7 millions de fois, mais qu'on ne me pose plus depuis des années en réalité. Franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi, je suis absolument convaincue que personne, en tout cas, je ne suis pas dupe et je ne suis pas naïve, mais en tout cas, devant moi, personne n'a jamais fait aucune remarque ou aucune... voilà, quand je vous dis je ne suis pas naïve, je suis sûre qu'elles ont eu lieu, ces remarques certainement dans mon dos au début, mais moi, je l'avançais très tranquillement avec... on disait de toute façon, voilà, les gens vont bien voir que je travaille beaucoup, que je suis sérieuse, que je suis bonne camarade. Donc, et en fait, je crois que ça s'est fait comme ça. Vous arrivez dans un milieu où il y a peu de femmes, de manière générale, pas forcément devant l'antenne. Alors ça fait 10 millions de fois. Comment vous avez réussi à vous imposer en tant que femme? Est-ce que vous avez eu l'impression que c'était plus difficile? Je ne sais pas. Peut-être que je me suis naturellement imposée parce que ma personnalité a joué un rôle. Donc je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que je n'ai pas eu le sentiment souvent de devoir taper du poing sur la table pour me faire entendre, pour... quand ça a été nécessaire, parfois j'ai été plus maligne que ça. Mais parce que c'est vrai que les rédactions étaient en tout cas des univers assez... Mais en même temps, je vais vous dire, moi j'ai vraiment... j'ai appris beaucoup à Canal+, notamment, mais j'ai vraiment grandi sur le service public. Parce que j'y suis rentrée, je vous dis, en 2005, donc sur France Télévisions. Donc ça va faire bientôt 20 ans. Ça fera 20 ans à l'été 2025, exactement. Okay. Août 2025, ça fera 20 ans que je suis sur le service public. Et quand on regarde le service public, il y a quand même beaucoup de femmes à l'antenne, il y a beaucoup de femmes dans les rédactions, il y a beaucoup de femmes rédactrices en chef adjoint. Le président de France Télévisions est une présidente. La patronne des programmes de France Télévisions, c'est une femme. Pendant 7 ans, la directrice des documentaires donc, était une femme. Maintenant, c'est un homme. Enfin, ça a été une femme pendant 7 ans. Vous voyez, donc... une certaine parité aujourd'hui. Ouais. Donc, je ne peux pas vous dire les chiffres exacts. Oui, bien sûr. Mais malgré cela,
je ne perds pas de vue, jamais, que les femmes ont des places à prendre, que les inégalités salariales persistent partout dans tous les univers professionnels de France, que c'est inadmissible, que beaucoup d'entreprises progressent, beaucoup. Moi, je travaille beaucoup pour des entreprises. Beaucoup d'entreprises progressent, mais il y a encore pas toujours la parité dans les comex des grandes sociétés. Bon, mais on avance quand même. On avance, je pense, je veux le penser. Et puis moi, j'ai une activité, voilà, tout ce que je fais aussi dans ma vie, dans les choix que je fais, de certains sujets que je traite comme productrice dans les films de société, dans ce qu'on propose dans le magazine Infrarouge que j'anime le mardi soir et dont je produis le plateau. Tout ça, je peux vous assurer que je suis et que nous sommes extrêmement vigilants à faire... à donner aux femmes toute la place qu'elles doivent avoir et qu'elles méritent dans leur combat, dans leur... bien sûr. Et est-ce que c'est plus dur de vieillir à l'antenne quand on est une femme ? C'est Sophie Davant qui nous disait qu'elle avait remarqué qu'on lui faisait plus de réflexion à elle sur ses rides qu'un homme, par exemple, qu'on verrait depuis 20-30 ans sur l'antenne. Je n'en sais rien, c'est un non-sujet pour moi. Il y a 7 ans, j'ai pris la décision, alors que j'étais au plus fort de la lumière et de l'exposition, de faire autre chose. On voit finalement que je suis aujourd'hui à nouveau très exposée, mais sur des sujets différents. Moi, à aucun moment j'ai pris mes décisions en fonction de ça ou pas, donc j'en sais rien, puisque encore une fois, ça c'est un non-sujet pour moi. Voilà. J'ai l'âge que j'ai, je me sens très bien, on m'a jamais fait de réflexion. On m'a proposé au bout de l'enquête, là, il y a quelques années. Là, France Grand Format, qui a débuté en février. Je ne pense pas que France Télévisions n'ait envie de mettre... le service public, c'est le reflet de la société. Donc, avec des gens jeunes, des gens moins jeunes. Bon, c'est... voilà. Et comme l'âge est un non-sujet pour moi, je ne peux pas vous dire. C'était plus ça, vous, personnellement, ça ne vous regardez pas ça? Ah non, non, pas du tout. Et tout à l'heure, pardon, on parlait... Mais la vie est bien faite. Je n'ai pas envie de faire des choses de jeune. Vous voyez, vous n'avez plus envie, peut-être. Non. Moi, je suis une femme pleinement de mon âge, et je trouve que de ce point de vue-là, quand on est bien dans sa peau, ce qui, je crois, est mon cas, on ne se pose pas ces questions-là, en fait. Voilà. Moi, j'ai pas envie d'être jeune. Je l'ai déjà été. La phrase n'est pas de moi. Je crois qu'elle est de... je ne vais pas dire de bêtises, il faudrait vérifier. Andy McDowell, je crois. Non, j'ai pas envie d'avoir 25 ans. Je les ai eus pleinement. C'était formidable. Mais aujourd'hui, c'est formidable aussi. Parfait. D'ailleurs, c'est marrant que vous évoquiez au bout de l'enquête, parce que, alors, pour la petite anecdote, j'ai participé il y a 2 ans au jeu de Tout le monde a son mot à dire de France 2. Et j'avais une question sur qui est la présentatrice de Au bout de l'enquête. J'espère que vous avez trouvé. Évidemment. Bon, alors ça va. Mais voilà, c'est marrant. Donc vous étiez sur le plateau de mon amie Sidonie Bonnec. Tout à fait. Et avec qui j'ai travaillé d'ailleurs chez RTL il y a quelques années. Ouais. Ah, d'accord. Ouais. Formidable. Mais oui, vous avez fait. D'ailleurs, je suis en train de penser sur votre podcast. Mais bien sûr. Comment? Mais évidemment. Mais voilà. bien sûr. Oui, moi aussi, je fais un tilt à l'instant. Voilà, moi aussi. Voilà. Peut-être qu'on s'est déjà croisés là-bas d'ailleurs. Donc, on en parlait tout à l'heure. Donc, vous avez été présentatrice du journal télévisé, et donc quand on commence à se faire reconnaître, parce que c'est là où vraiment vous avez été propulsée. Est-ce que ça dérange? Est-ce que ça fait plaisir? Est-ce que ça flatte? Quel est votre rapport aux gens, aux Français? Oula, c'est très large. Vous n'êtes pas je suis en campagne. Voilà, exactement. Ça fait toujours plaisir parce que c'est toujours agréable. Voilà. Il y a pire que quelqu'un qui vient vous voir et qui vous dit « Ah, est-ce que je peux faire une photo avec vous? J'adore votre émission, etc. » C'est ça, comme ça, les gens que je croise. Donc c'est merveilleux. Et surtout, il faut absolument garder la tête froide. C'est-à-dire que si ça arrive, il faut l'accueillir avec joie et bienveillance. Et si ça n'arrive pas, il ne faut pas se dire « Oh là là, je n'existe plus. » Parce que penser, quand on fait un métier public, qu'on n'existe qu'à travers sa notoriété, je pense qu'on est très malheureux. Très bonne réponse. Parfait.
Et donc après presque 10 ans de JT, votre rythme de vie, l'information c'est difficile. Je parlais avec beaucoup de journalistes qui disent jusque dans leur salle de bain, à la douche, aux toilettes, en cuisinant, l'info. Mais on ne s'en rend pas compte. Et on ne s'en rend pas compte. Est-ce que vous aviez-vous un truc pour couper, ou quel était votre rythme de vie à ce moment-là? Ah non. Je ne coupais jamais jusqu'en juillet 2016, 14 juillet 2016, où j'ai présenté mon dernier 14 juillet. Je n'ai jamais coupé. Un jour, je me suis même rendu compte que j'avais pas pris de vacances pendant 10 ans et je m'en étais pas rendu compte. Alors, je dois dire aux auditrices de Femmes Actuelles que vous venez de votre visage a blêmi quand j'ai dit 10 ans sans vacances. Votre bouche est tombée comme ça. C'est vrai. 3 jours par-ci, 3 jours par-là, mais enfin, j'avais jamais pris de vraies vacances pendant 10 ans. Et d'un coup, j'ai dit, ah oui, c'est vrai, ça fait longtemps. Wow. Voilà. Mais j'avais un autre exemple avec une journaliste qui me disait qu'elle a arrêté au moment où elle ne savait plus répondre à quel âge ont ses enfants. Elle a dit, j'ai arrêté parce que je me suis dit, mince. Vous pouvez dire qui c'est ou pas? C'était à l'antenne C'était à LCI, Audrey Poiré. En tout cas, c'est très très drôle. Oui. C'est très drôle. Alors, oui, vraiment... Vous êtes, ça exerce une douce tyrannie, douce parce que vous vous en rendez pas compte, et tyrannie parce que vous ne vivez que par ça, pour ça, à travers ça. Et en fait, là, vous m'avez dit 10 ans parce qu'en fait, vous vous basez sur les années, j'imagine, du journal de 20 heures. Oui. Mais en réalité, ça faisait beaucoup plus. Ça faisait 23 ans. 23 ans. Donc, c'est une douce tyrannie. Et à un moment, j'ai senti une conjonction de plein de choses. Un documentaire que j'ai réalisé, je m'étais dit, tiens, je crois que c'est vraiment vers ça que j'ai envie d'aller. Évidemment, la naissance de mon enfant. Et puis, le fait que j'avais le sentiment d'apprendre moins de choses, d'être moins utile. Voilà, tout ça s'est conjugué. Et puis surtout, un vrai désir impérieux d'aller vers la création. Mais jusqu'au dernier jour, vous aviez de la passion à présenter le JT ou... Passion. Mais parce que, entre guillemets, vous réduisez ça à présenter le journal. Bien sûr, non, mais je en sais fait, que oui. La vie n'était pas... quand vous présentez le journal, la journée, elle commence à 8h du matin, sur un rythme effréné. Vous êtes rédacteur en chef adjoint des journaux. Mais ce qu'on disait tout à l'heure, on n'arrive pas 5 minutes avant. Bien sûr que non. Puis moi, j'ai toujours fait d'autres choses. Donc, en même temps, j'animais des émissions, j'étais sur RTL, etc. Donc, c'était vraiment un rythme extrêmement soutenu. Que je ne pourrais plus avoir aujourd'hui, mais je vous dis encore une fois, la vie est bien faite quand même. Oui, donc c'était, mais c'était 23 ans de ma vie. Mais je pense que voilà, je n'aurais pas pu. On est aussi le fruit de son parcours, donc aujourd'hui, sans doute que je ferais pas du cinéma, ces livres-là, si j'étais encore une staccanoviste de l'info. Oui, parce que vous disiez que vous aviez un rythme effréné, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, parce que vous êtes journaliste, présentatrice, écrivain, réalisatrice, productrice, scénariste. Bah déjà, je ne suis plus journaliste. Vous n'êtes plus, mais vous avez porté toutes ces casquettes. Aujourd'hui, vous portez écrivain, du coup, écrivaine, écrivain, auteur, très bien. Réalisatrice, productrice, actrice il y a quelques années, un film, oui. Est-ce que vous pourriez faire un seul choix? Mais bien sûr que non, je n'ai pas du tout l'intention de le faire. Sûrement pas. Personne ne me le demande d'abord, donc je ne vois pas pourquoi je m'imposerais ça. Et puis, oui, toutes ces activités-là, mais d'abord je la mets toutes en même temps. Non. Voilà. Et puis le rythme fait que je n'ai pas je n'ai plus l'information en direct. Donc mes journées sont... je travaille énormément, mais à un rythme tellement différent et puis surtout, j'ai acquis quand même au fil du temps une capacité de travail, une force de travail, de concentration. Je peux travailler très vite maintenant. Donc c'est plus du froid, si on parle en termes journalistiques. Oui, avec des moments de chaud, voilà, mais donc c'est pas. Il y a des journées qui sont extrêmement calmes. On parlait de vos multicasquettes. Si on jette un petit coup de rétro à votre carrière, s'il y a un moment maintenant, quel vous êtes le plus fier? Oh là là, il y en a beaucoup. Ça peut être plusieurs. J'ai pas de regrets en tout cas.
J'ai pas de regrets parce que je pense que nous sommes, c'est toujours facile en fait de regarder une période de notre vie. Vous êtes trop jeune pour ça, mais vous verrez, il y a un moment, on se dit et ça, je n'aurais pas dû faire ça, et là j'avais pris le mauvais chemin, etc. Mais c'est toujours très facile de se juger avec les yeux d'aujourd'hui. Quand on fait les choix au moment où on doit les faire, on n'a parfois pas tout à fait l'expérience, pas tout à fait la maturité, etc. Mais quand même, les choix qu'on fait, les bons ou les mauvais, contribuent à forger notre parcours. Voilà. Et notre parcours, il ne ressemble pas à celui du voisin. Donc il faut en être fier, Donc, tout globalement. arrive pour une raison. Je suis convaincue. Très bien. Et je vous le dis, parce que je peux me le permettre, puisque c'est votre première interview, il arrive parfois que même quand on est très jeune, on ait raison contre tout le monde. Quand on a une conviction pour soi, tout le monde dit « mais non, mais sûrement pas », etc. Si on pense que si, eh ben, il faut le faire, ou il faut le dire, ou il faut aller vers cette route-là, quitte à se tromper, mais au moins ce sera... C'est notre erreur. Et pas... Ne jamais se laisser écraser par l'âge ou par la hiérarchie. Exactement. Et moi, chaque fois que je n'ai pas suivi, ça n'est pas arrivé souvent, hein, mais quand j'étais plus jeune, que je n'ai pas suivi mon intuition, mon instinct, c'est là où je me suis trompée. Parce qu'on a voulu vous... Mais parce que quand vous êtes jeune, quand vous avez plein de gens a priori bienveillants, plein d'expériences, plein de machins qui vous disent « mais non, tu vas te tromper », si on est intelligent, on écoute aussi autour de soi. Voilà. Mais parfois, on a raison contre tout le monde, même quand on a 25 ans. Ok. Votre émission, donc on en parlait tout à l'heure au bout de l'enquête, qu'est-ce qu'elle apporte de plus dans un contexte très concurrentiel, notamment avec Faites entrer l'accusé ou des documentaires qui apparaissent sur les plateformes, je pense à Doutreau qui est sorti récemment sur Netflix. Manifestement, elle doit apporter quelque chose puisque les scores sont formidables. On fait des records d'audience toutes les semaines parce que, pourquoi il y a la place à mon avis et qu'on n'en a pas fini avec les affaires criminelles, les cold cases, etc. C'est parce que je pense que, c'est ça qui m'intéresse, c'est ce que ça raconte de la société et ce que ça raconte de nous. Un fait divers, c'est une histoire, un territoire, une région, une histoire, une sociologie. On a pleinement conscience qu'on peut être dans notre vie un jour bourreau ou bourreau involontaire, témoin, victime. Et ça, c'est pour ça que ça fascine tout le monde, le fait divers. C'est que ça concerne potentiellement tout le monde. Et quand vous voyez une affaire sortir dans la presse, encore une fois, c'est une histoire familiale, ancrée quelque part, et ça peut être n'importe qui. Donc c'est inépuisable d'une certaine façon. Claude Chabrol était un merveilleux cinéaste du fait divers. J'ai revu il n'y a pas longtemps un film comme Le Boucher avec Jean-Yann et Stéphane Audran. C'était un maître du fait divers. Il était fasciné par ça. Il découpait les articles de fait divers dans les journaux. Donc c'est pour ça que nous avons tous une fascination pour le fait divers, sous forme de documentaires, de magazines, aux informations, dans les rendez-vous d'information, ou à travers les séries et les films. Terminer cette interview par une question un peu anecdote. En préparant cette interview, donc moi je n'étais pas encore née, mais on vous voit dans plusieurs clips du chanteur Carlos. Comment ça s'est fait ? Je ne sais plus. Alors là non plus, je ne veux pas vous faire de peine, mais vous êtes la millième à me poser la question. Je ne sais plus du tout. Mais j'avais 17 ans et c'était une expérience très, très, très amusante. Ça vous a amusé bien sûr. Ça avec beaucoup de légèreté. Exactement, beaucoup de légèreté et puis de nostalgie aussi parce que Carlos était une personnalité formidable qui avait évidemment beaucoup plus de profondeur que ce qu'il laissait paraître dans et puis les gens l'aimaient beaucoup. C'est un souvenir que je chéris. Et vous étiez dans Big Bisou, je crois que c'est la seule que je connais de Carlos. Ouais, mais donc vous voyez quand même c'est arrivé jusqu'à vous quand même. Très bien, je vous remercie beaucoup pour votre temps. C'est moi Marie. Qui vous remercie. C'était un plaisir de vous recevoir. Si vous avez aimé ce podcast, soutenez-nous sur toutes les plateformes en vous abonnant ou en mettant des petites étoiles. Et retrouvez plus d'épisodes sur votre plateforme d'écoute préférée. Et moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Ciao!